Madame et messieurs, bienvenue dans ce journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres. Massissi, la coalition RDF, AFCM 23 délogée jusqu'à Mahanga sur le terrain. Les lignes se déplacent, les positions changent. Équilibre militaire semble vaciller. Les FARDC et patriotes imposent la loi. Agression rwandaise à Kinshasa, le ton se veut plus ferme. Modeste Batiloukwebo, le deuxième vice-président du Sénat congolais, appelle l'Organisation des Nations Unies à activer la résolution 2773 entre indignation diplomatique et attentes concrètes. La RDC réclame des actes forts sur la scène internationale. Et puis, Mexique et son chaos après l'élimination du chef du cartel le plus puissant du pays à quelques mois de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L'ambiance est loin d'être festive. Sécurité et tensions alimentent justement les tensions dans ce pays. L'un des pays hôtes pourra-t-il transformer ce chaos en réussite planétaire? La question reste donc posée. Voilà la charpente de cette édition du journal. L'étoffé, c'est maintenant. De nouveaux affrontements armés ont secoué mardi 24 février la province du Nord Kivu, plongeant la localité des Mahanga dans la violence. Selon des sources concordantes, des combats d'une intensité notable ont opposé dès l'avant-midi les territoires, ou plutôt les terroristes de la FCM 23, appuyés par l'armée rwandaise. Aux forces loyalistes, les FARDC ont délogé l'ennemi dans son village de Mahanga, situé dans la localité de Bousseke, au cœur du groupement Nyamabo 1, c'est en territoire de Massissi. Décès de Willingoma, tout le monde le sait, du reste confirmé par plusieurs sources, dont le M23 lui-même, suscite plusieurs réactions au sein de plusieurs états-majors politiques à Kinshasa. Suivez quelques acteurs politiques dans ce compte rendu signé Tony Zolameso. Du conditionnel à l'affirmatif, la nouvelle a finalement été confirmée par un communiqué publié par sa structure tard dans la soirée. Willy Ngoma, porte-parole militaire de la FCM 23, s'est éteint. Au sein de l'opinion, la nouvelle suscite des réactions. Je tiens à préciser et à féliciter l'armée congolaise. Vous savez, ça fait depuis des années, on apprend toujours avec des différentes communications que nos FARDC, ils font toujours des reculs stratégiques. C'est pour la première fois depuis des années que FARDC monte en puissance pour atteindre les objectifs d'anéantir l'ennemi de ce pays, l'ennemi de la République démocratique du Congo. Maître Arnold Bombolo, cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, par contre, a salué les prouesses des forces loyalistes sur le terrain. Ce qui s'est passé hier, nous félicitons d'abord, nous félicitons nos FARDC, mais il ne faut pas qu'ils se limitent qu'à la mort, soit à une seule personne, soit à quelques individus. Nous devons aller jusqu'à récupérer nos grandes villes occupées par le rebelle, nos territoires, ainsi que certaines cités entre les mains des rebelles. Donc nous devons récupérer tous nos territoires. C'est ça le vœu de l'Alliance pour le changement, c'est ça le vœu de l'opposition congolaise. Répondant à ceux-là qui tentent d'attribuer cette perte non de moindre du côté de l'ennemi au non-respect du cessez-le-feu, Germain Ngoma, cadre de la majorité, est clair. Aujourd'hui, nous dire que sa mort est causée au FARDC, nous sommes étonnés. Nous ne pouvons pas. La responsabilité est comme à la rébellion, encore au point au Rwanda. Ce n'est pas à nous, parce qu'hier, tout Willy Ngoma, comme porte-parole militaire, a déclaré ça ouvertement qu'ils avaient écrasé des drones des FARDC à Kisangani. Aujourd'hui, la preuve est là. Et je ne vois pas à quoi on peut nous confier cette responsabilité. A noter que Willy Ngoma serait mort à Rubaya aux côtés d'autres pionniers du M23. Guerre d'agression, on en parle encore. Les forces armées de la République démocratique du Congo, intraitables dans l'est du pays, où les pseudo-rebelles pro-rwandais laissent déjà leurs plumes. Le cas de Willy Ngoma
porte-parole des agresseurs tués lors d'une opération de loyalistes et déterminés à en finir avec les ennemis de la paix soutenus par Paul Kagame. La grande question est celle de savoir, après Willy Ngoma, à qui le prochain tour? Détail dans ce récit. Décidément, plus rien n'arrêtera la réplique des FARDC aux provocations de l'ennemi et les conséquences, elles seront toujours lourdement payées. À Roubaïa comme ailleurs, occupé par l'armée rwandaise via ses vallées de l'AFC M23, la mort de Willy Ngoma est une alerte à prendre au sérieux par ceux qui se sont résolus de se mettre à l'écart des différents processus de paix, notamment le processus de Doha et de Washington. Les taux se resserrent désormais contre le Rwanda et ses garçons à tout faire. Refuser de quitter immédiatement et sans condition les seuls Congolais, comme l'ordonne la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, ne restera pas impuni. Willy Ngoma a un certain nombre de compagnons d'armes, auteurs des massacres des populations civiles dans la partie est du pays pour des causes injustes, sont tombés sans résistance face au feu de l'armée loyaliste. Mais à qui le prochain tour? Tout aventurier de la trempe de Willy Ngoma est tout simplement candidat potentiel. Le sang des milliers de Congolais tués au nom des intérêts injustes réclame justice par toutes les voies possibles. Agression rwandaise. On en parle encore dans ce journal. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Batilukebo, appelle les Nations Unies à activer en urgence la résolution 2773 adoptée en février 2025 qui exige le retrait des troupes rwandaises de la partie orientale de la RDC. Batilukebo a dénoncé une amputation du territoire national dans le nord et le sud Kivu et averti qu'un simple cessez-le-feu ne suffirait pas sans retrait des troupes de l'agresseur. Il a fait cette déclaration, c'était lors d'une exposition photographique sur les 4 ans de guerre en Ukraine organisée par l'ambassade ukrainienne et la délégation de l'Union européenne à Kinshasa. Jean Biango. 4 ans depuis que... Invité par l'ambassade de l'Ukraine en République démocratique du Congo dans le cadre de la commémoration de l'invasion de ce pays par la Russie, Modeste Batilukebo, en homme et pris de paix, a profité de l'occasion pour rappeler que la paix doit être l'œuvre de toutes les parties concernées. Nous avons profité de cette occasion pour dire que tout le monde doit travailler pour un retour rapide de la paix. C'est vrai, il y a des efforts qui sont fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des efforts qui sont fournis ça et là. Il y a même eu des accords qui ont été signés et qui devaient déboucher sur le cessez-le-feu. Mais je voudrais attirer l'attention du public que le cessez-le-feu signifie vous ne vous battez pas, mais chacun garde ses positions. Or, au jour d'aujourd'hui, si nous gardons les positions telles qu'elles sont, donc nous consacrons la balkanisation de notre pays. Et donc notre combat actuel doit être celui de demander que la communauté internationale et tous ceux qui peuvent aider la RDC, que le Rwanda et ses troupes puissent quitter la République démocratique du Congo. Le deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo a fait un appel pressant à la communauté internationale en exhortant les Nations Unies à activer en urgence la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée en février 2025, laquelle ordonne le retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire congolais. Nous pensons que l'urgence doit être de demander l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui consacre, qui demande instamment que le Rwanda puisse retirer ses troupes et que la paix puisse être cimentée pour une collaboration, une cohabitation pacifique entre la RDC et tous ses voisins.
en rappelant que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamne l'agression et exige le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Modeste Batilukwebo a insisté sur la nécessité de passer des déclarations aux actes. Merci beaucoup, messieurs. Verdict à mot clair dans la province du Lualaba. Le tribunal de grande instance de Kolwezi s'est prononcé sur les sorts de 10 prévenus poursuivis en flagrance. Un signal fort envoyé par la justice congolaise dans cette province minière qui sont effectivement les condamnés et quels sont les chefs d'accusation retenus. Le point sur l'audience sous haute tension dans cette partie du pays avec Israël Nguita. Au total, 10 accusés poursuivis pour viol collectif sur la nommée Kayumba Nsenga Deborah et association des malfaiteurs ont comparu lors de cette audience publique à laquelle ont assisté le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba, Roy Kayunda, le premier président de la cour d'appel de la même province, le procureur général de cette juridiction et tout naturellement la population venue nombreuse à l'occasion. 9 prévenus ont été condamnés à la peine de mort et à verser une amende de 20 000 $ américains à titre de dommages et intérêts en faveur de la victime. Cependant, la Cour s'est déclarée incompétente au sujet du 10e accusé, reconnu mineur au moment des faits. Son dossier est renvoyé devant son juge naturel, conformément à la loi. En conséquence, les condamne chacun à la peine de mort. Dit établir en fait comme en droit l'infraction de viol mise à charge des prévenus si haut et identifiés. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais payable dans le délai légal. À défaut, subir 40 jours de servitude pénale subsidiaire. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba, Roy Kayunda, a indiqué que ce procès constitue un signal fort destiné à décourager les actes de viol du reste condamnés par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Il est de bonne loi que nous puissions hausser les tons et donner l'exemple à tous ceux qui suivront ces procès pour que ce genre de bêtises ne se répètent plus. Pour Deborah et pour toutes les victimes de violences, la province du Lualaba espère que ce 23 février marquera un tournant définitif dans la lutte contre la barbarie urbaine. À Kinshasa, il se pose encore des sérieux problèmes pour certaines artères. Les routes reliant les municipalités de Ngiringiri et Bumbu via Sosa sont impraticables à la base des erreurs de construction des canalisations d'eau et cet état impacte négativement la bonne circulation des véhicules et des personnes, constat dans ce reportage de Jigel, Massia Mouna et Jean-René Kossi. Sur lac artificiel, les parties d'un simple trou sous l'avenue à Sosa, dans la zone reliant les municipalités de Ngiringiri et de Bumbu, situation à la base des embouteillages monstres dans ces coins de Kinshasa. La population se plaint. L'impression est que nous sommes roulés dans la farine. Cette fois-ci, on n'acceptera pas leur prétendue gratification étant donné que nous n'y voyons rien. Un état des choses, source des accidents de circulation routière quotidiens. En moins de 5 années de vie, cette route est déjà délabrée. On manque de route ici. Nous souffrons, l'État ne cesse de faire le contrôle technique, tandis qu'il n'y a plus de voies publiques servant. Des cris d'alarme en direction des autorités ayant dans leurs attributions les infrastructures ne cessent de se multiplier. Nous faisons appel aux autorités des 2 communes. Pendant la nuit, ces petits lacs artificiels créent des embouteillages monstres. Les autorités municipales de Bumbu et de Ngiringiri sont également invitées à l'action contre ces trous. Il y a urgence. Dans le dossier gouvernance des entreprises et établissements publics, plusieurs questions sur la suspension
de William Kazumba Mayombo, le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, suspendu à titre conservatoire le 23 janvier dernier par un arrêté ministériel du vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, des enclavements, pour une durée de 3 mois. Cette décision ne cesse d'alimenter encore la sphère médiatique. En RDC, plusieurs médias relayent l'information en martelant sur les non-dits de cette décision du vice-premier ministre, pointant du doigt ce technocrate. Notre rédaction revient justement sur ce dossier et nous plonge dans les dessous des cartes de cette affaire. Plus d'une semaine après la décision du vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et des enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo, suspendant le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, le dossier connaît un nouveau tournant. Malgré les réformes apportées au sein de l'Office de gestion du fret multimodal par William Kazumba Mayombo, rien, mais alors rien, n'est pris en compte. Preuve à l'appui, le DG Kazumba a justifié les dépenses de 1 600 000 $. Certains de ces décaissements ont été sollicités et orientés pour l'effort de guerre dans la partie orientale du pays, y compris les lancements d'une nouvelle plateforme logistique pour la gestion des instruments de traçabilité de l'OGFREM, dénommée Ferry AD Ferré. Selon la vraie version de faits, ces dossiers remontent vers 2003, sous le mandat de Madame Mayuma Kassende, lorsque l'OGFREM, en sa qualité de conseil de chargeur de la République démocratique du Congo et membre de l'Union des conseils de chargeurs africains, UCCA, s'était résolu à répondre aux exigences de cette institution continentale relative à l'instauration dans le processus d'acheminement du fret en partance ou à destination des États membres d'un bordereau électronique de suivi des cargaisons. C'est ainsi que l'OGFREM procédera à la création de la fiche électronique de renseignement à l'importation, Ferry, la fiche électronique de renseignement à l'exportation, Ferré, ainsi que l'attestation de destination, AD. Les dessous des cartes dans cette affaire révèlent que M. Kazumba a péché dans sa quête de rendre cet établissement public souverain de ses produits et l'amener à récupérer tout ce qu'il possédait au profit des mandataires et ce, au détriment d'un logiciel privé qui serait proposé par le ministère des Transports. À cet effet, plusieurs observateurs se posent des questions. Serait-il normal que le ministère de tutelle ramène l'OGFREM en arrière en imposant une entreprise privée comme mandataire unique alors que cet établissement public est en voie de se débarrasser de tous les prédateurs? Comment peut-on imposer à l'OGFREM un logiciel privé pour gérer les données d'un secteur aussi sensible que du fret au moment où le pays est en guerre dans sa partie orientale, alors En dehors de nos frontières, Mexique en feu du cartel Jalisco Nouvelle Génération, l'un des plus puissants et violents dans le pays depuis pratiquement une décennie suite à la neutralisation de son leader par la police mexicaine. C'était le dimanche dernier. En représailles, le cartel sème la terreur et saccage tout sur son passage, supermarchés, stations-service, plages, aéroports, rien n'est épargné. Le chaos est total à quelques mois de la Coupe du Monde, alors que le Mexique fait partie justement des 3 pays organisateurs de ce rendez-vous mondial de football. Texte modé pour le reportage. Station-service incendiée, véhicules brûlés, les rues vidées des mondes habituels, panique à l'aéroport de Guadalajara, où les avions se retrouvent à portée de tir et les passagers forcés de fuir. Un chaos généralisé. Le cartel de Jalisco, nouvelle génération, a voulu par cet acte venger la mort de son leader, El Mancho, tué dimanche dernier par l'armée mexicaine grâce aux renseignements fournis par les États-Unis. El Mancho dirigeait un cartel d'au moins 15 à 20 000 hommes. Sa tête était mise à prix à 15 millions de dollars par les États-Unis et le Mexique. Bien que mort, son ombre plane encore sur ces hommes qui ont ciblé l'une des 3 villes destinées à accueillir les matchs de la Coupe du Monde de football 2026 prévu au mois de juin prochain. À noter aussi que Guadalajara a reçu d'énormes investissements dans les infrastructures publiques et le cartel veut réduire les efforts en néant en faisant peur à tout le monde et les dissuader de venir.
Selon certaines sources, les autorités mexicaines auraient préféré arrêter ou tuer El Mancho après la Coupe du Monde, chose que l'administration américaine a farouchement refusée. Face aux pressions de Trump, le Mexique a cédé. L'avenir de la grande fête de football est-il menacé? La suite des événements sera certainement riche en révélations. Bonne nouvelle pour ceux qui croient encore aux valeurs de la famille. Au Sénégal, justement, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à durcir les sanctions contre les relations homosexuelles, désormais passible de 5 à 10 ans de prison contre 1 à 5 ans actuellement. L'annonce a été faite par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d'une séance de questions à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit également de sanctionner l'apologie de l'homosexualité par des peines de 3 à 7 ans de prison et introduit une définition de l'homosexualité dans le code pénal comme tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe. Ce projet intervient dans un contexte de vagues d'arrestations pour l'homosexualité présumée, de dénonciations publiques sur les réseaux sociaux et de messages homophobes. Plusieurs personnes interpellées ont également été accusées de transmission volontaire du VIH-Sida. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a rassemblé les anciens ministres, les secrétaires généraux et les leaders du football de la République démocratique du Congo à l'espace Kemecha à la Gombe pour réfléchir justement aux stratégies visant à accompagner les léopards de la RDC vers la qualification à la Coupe du Monde 2026, une initiative qui place justement l'unité et l'expérience au service du football national. L'objectif de cette rencontre, réfléchir collectivement à la manière dont chaque acteur du sport congolais peut contribuer à la qualification de léopards à la Coupe du Monde en mettant l'expérience et l'expertise au service de l'équipe nationale. Sur les 13 anciens ministres de sport invités, 10 ont répondu présents. Les 3 absents, empêchés pour des raisons indépendantes de leur volonté, ont promis de participer à une réunion stratégique que le ministre prévoit d'organiser dans les jours à venir afin de poursuivre les échanges. Cette initiative du ministère de Sport et Loisirs vise à créer une dynamique collective renforçant la coopération entre générations des dirigeants sportifs et soulignant l'importance de l'unité nationale pour soutenir le léopard dans cette phase décisive de leur parcours vers la Coupe du Monde 2026. Fin de cette livraison, je vous rappelle ces grandes lignes. Massissi, la coalition RDF à FCM 23, délogée jusqu'à Mahanga. Sur le terrain, les lignes se déplacent, les positions changent et l'équilibre militaire semble vaciller. Les FARDC patriotes imposent la loi. Agression rwandaise à Kinshasa, le ton se veut plus ferme. Modeste Batiloukwebo, le deuxième vice-président du Sénat, appelle l'ONU à activer la résolution 2773. Entre indignation diplomatique et attentes concrètes, RDC réclame des actes forts sur la scène internationale. Et puis Mexique et son chaos après l'élimination du chef du cartel parmi les plus puissants du pays. À quelques mois de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'ambiance est loin d'être festive. Sécurité et tension alimentent les inquiétudes. L'un des pays hôtes pourra-t-il transformer ce chaos en réussite planétaire? C'est la question sur plusieurs lèvres. Vous l'avez suivi dans ce journal. Merci d'avoir regardé ce journal. Excellente suite des programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne